Amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous retrouver une fois de plus dans votre émission Gros Plan, l'émission qui s'intéresse aux actions, aux activités et aux résultats produits par les organisations à but non lucratif au Sénégal. Ce mois-ci, nous sommes en présence de Mme Rokiatou Gassama dans le cadre du projet Sous nos gouvernances initié par le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest Wati en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et Open Society. Nous allons découvrir un petit élément de présentation de notre invité et on se retrouve sur le plateau juste après. Dans ce numéro de Gros Plan consacré à son gouvernance, nous recevons Mme Rokiatou Gassama, consultante internationale, formatrice, conférencière, membre de la société civile sénégalaise. Rokiatou Gassama est membre fondatrice et présidente nationale du Conseil sénégalais des femmes, le COSEF, une ONG reconnue pour son travail sur l'accès des femmes aux instances décisionnelles depuis 1995. Elle coordonne le réseau national de veille pour l'application de la loi sur la parité, composé d'une quinzaine d'organisations de la société civile pour les élections locales et législatives de 2022 sous l'égide de l'Observatoire national de la parité. Elle accompagne les communes à travers des programmes de formation des femmes élues sur le genre, le rôle et la responsabilité de l'élu, mais aussi de formation pour les jeunes filles de toutes les régions du Sénégal, en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert. Experte formatrice en genre, elle est résolument engagée pour la défense des droits humains et pour le leadership des femmes depuis plusieurs années. Elle partage son expérience en Afrique et en Europe sur la participation politique des femmes et leur accès aux instances de prise de décision, avec un engagement constant sur le combat pour le vote de la loi sur la parité en 2010 et sur le processus de son application dans les institutions électives et semi-électives depuis 2012. En sa qualité de militante, elle est observatrice des élections locales, législatives et présidentielles depuis plusieurs années. Engagée pour les droits humains, elle a fondé en 2012 le collectif des victimes et familles de victimes de violences électorales et du cadre de réflexion et d'action sur les violences politiques au Sénégal depuis 2014 qui regroupe divers acteurs politiques universitaires et de la société civile. Elle est notre invitée de ce numéro de Gros Plan. Madame Rokiatou Gassama, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invitée. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes là dans le cadre du projet Sous nos gouvernances, avec un de vos partenaires, le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest Wati, mais aussi Open Society Foundation, avec qui certainement vous avez eu à collaborer durant toutes ces années. Avant de démarrer, je vais vous laisser vous présenter votre structure qui est le Conseil sénégalais des femmes. Alors, je m'appelle Rokiatou Gassama, je suis consultante internationale sur les questions de genre, de leadership politique, d'éducation, mais également je suis la présidente nationale du Conseil sénégalais des femmes, qui est une organisation de la société civile née en 1995, qui travaille beaucoup sur la participation politique des femmes, l'accès des femmes aux instances de prise de décision, et qu'on retrouve partout dans les 14 régions du Sénégal. Le Conseil sénégalais des femmes qui n'est pas vraiment connu par certains Sénégalais, pourtant a eu beaucoup de réalisations. On entend souvent parler de la parité. Vous avez joué un rôle très important dans ce processus qui a mené le Sénégal à voter la loi sur la parité. Absolument. Pouvez-vous nous expliquer brièvement le travail qu'a mené le COSEF et avec quels partenaires? Alors, le travail que le COSEF a mené depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui sur la participation politique, qui est un enjeu national pour nous, a pris en compte à l'époque une dynamique nouvelle qui était de pouvoir parler avec les leaders des institutions, mais également des partis politiques, en tout cas des leaders d'opinion, pour voir quelle était la place de la femme dans l'espace politique sénégalais. Et quand nous avons justement fait ce travail-là, l'objectif c'était que les femmes soient représentées au moins sur un quota de 25 à 30% sur les listes électorales déjà à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, on n'a pas eu réellement un résultat probant justement dans cette participation, mais en 2007, nous sommes partis d'un quota de 25 à 30% à un quota de 50%. 50% hommes, 50% femmes sur les listes électorales, mais dans les instances de prise de décision également. Ça, c'était 2007.
Mais évidemment, ça a été annulé, parce que le Conseil constitutionnel l'a annulé, soi-disant à l'époque que c'était anticonstitutionnel cette loi. Et le COSEF s'est battu d'une façon encore très inclusive, avec tous les partenaires, accompagnés à l'époque par la Fondation Friedrich Ebert. Nous avons été accompagnés par plusieurs instances, plusieurs organisations des Nations Unies, plusieurs organisations locales également, plusieurs organisations sous-régionales pour arriver à la loi sur la parité en 2010 et le décret d'application en 2011. La loi sur la parité qui a 13 ans, 12, 13 ans maintenant, quel est le bilan que vous faites de cette loi? Est-ce qu'aujourd'hui, 13 ans après, vous sentez une amélioration par rapport à ce qu'on attendait de cette loi-là au niveau local, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale? Alors, quand on parle de nombre, effectivement, nous avons progressé parce que quand vous regardez les chiffres, vous faites la courbe de 1960 sur la participation des femmes au niveau des instances de décision, notamment à l'Assemblée nationale. À l'époque, on n'avait qu'une seule femme, la première législature, une seule femme. Aujourd'hui, nous avons 44%, donc qui constitue quand même un chiffre important, surtout au niveau sous-régional. Le Sénégal est cité partout à travers le monde par rapport à cette loi-là. Et au niveau des collectivités territoriales, les chiffres de 2017, nous étions à presque 48% de représentation des femmes. Maintenant, quand vous parlez, est-ce que c'est l'objectif qu'on voulait atteindre? Effectivement, l'objectif, c'était justement une loi qui permettrait vraiment de faire participer les femmes sur les listes électorales avec une liste zébrée, en se battant pour avoir une loi contraignante, c'est-à-dire que si vous n'avez pas respecté la loi, vous ne pouvez pas aller aux élections. Nous l'avons eu. Le nombre, nous n'avons pas forcément la parité exacte, c'est-à-dire que 50%, nous sommes à 44%, ce qui n'est pas mal. Mais il faut noter qu'au-delà du nombre, il faut analyser pour savoir si les objectifs que nous nous étions fixés et que nous nous sommes fixés encore sur la participation, les besoins spécifiques des femmes, la prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans tous les secteurs, est-ce que ça a été pris en compte ou pas? Alors, nous avons 557 communes. Alors, sur les 557 communes, nous avons 18 femmes maires. 18 femmes maires sur 550 7 communes. Sur 550, et 3 femmes présidentes de conseil départemental. On était à 15. Il y a une toute petite progression, mais c'est quand même une progression. Nous avons 557 communes. C'est beaucoup. C'est énorme. Et le travail que le Conseil sénégalais des femmes fait, c'est d'abord d'identifier les femmes potentielles candidates. Donc, ce que je fais, j'écris aux maires, aux leaders politiques, en leur demandant d'identifier au sein de leur parti les potentielles candidates. Nous les formons d'abord. Ensuite, nous formons les candidates, parce que vous avez la partie déclaration de candidature, maintenant les candidates viennent après. Nous les formons justement pour qu'elles aient tous les outils nécessaires pour être maire, ou bien pour être président de conseil départemental, ou bien les élections législatives pour être quand même député. C'est peu, mais c'est une étape. C'est une étape qui nous permet d'analyser justement les différentes contraintes que les femmes rencontrent au niveau local pour accéder à ces postes de décision. Et autrement dit, il faut savoir que au niveau local, ce qu'on peut dire également, c'est que dès l'instant qu'on a installé les maires, nous formons tout le conseil. Les conseils sont composés, la moitié, en tout cas la plupart des conseils, sont composés moitié hommes, moitié femmes. Donc la parité est respectée. Vous avez déroulé un projet l'année dernière, en 2022, en partenariat avec FAO Rome, sur le budget participatif sensible aux genres. Vous avez mené des ateliers de renforcement en fait, de capacité sur le budget participatif sensible aux genres. Alors, que pouvez-vous nous dire de ce projet et de l'impact qu'il a eu, si vous avez déjà pu l'évaluer en termes de participation des élus et des communes dans lesquelles vous avez été?
c'est vrai que nous avons, sur le budget participatif sensible au genre, le COSEF a commencé ce travail depuis 2009. Et en 2002, effectivement, ce partenariat pour nous, qui était une première avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 2022, et il était question d'identifier des collectivités territoriales, des communes avec lesquelles nous aimerions travailler. Et c'est ce qu'on a fait, on a identifié 7 communes. Dans les 7 communes, nous avions Ndiop, Kayar, Joal Fadiout, comme Golfe Sud, Kaffrine, Koungheul, Noto Diobass. Donc nous avons fait cette 7 communes-là. Mais ce qu'il faut savoir d'abord, avant de faire ce travail, nous avons déjà parlé avec les maires. Alors quand on parle avec les maires, c'est d'abord de faire une étude de base, de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de cette commune-là, quels sont leurs besoins spécifiques, mais notamment quels sont les besoins des femmes dans cette commune. Et c'est ce travail qu'on a fait pendant pratiquement une année, qui était un travail très intéressant dans la mesure où ce qu'il faut savoir, c'est que chaque élection, nous avons dans les communes plus de la moitié des élus qui sont nouveaux. Donc il fallait faire un travail de renforcement de capacité, notamment du rôle et de la responsabilité de l'élu, mais sur les textes également. Les textes, c'est important parce que le Code général des collectivités territoriales, la Constitution, tous les textes en tout cas qui régissent le fonctionnement d'une collectivité territoriale. C'est ce que nous avons fait, mais il y a un aspect qui me paraissait aussi essentiel. Au-delà de cette base de connaissances, il fallait voir la nomenclature budgétaire, parce que tout le monde ne connaît pas le budget. Bon, même si vous êtes un grand intellectuel, le budget est quand même assez technique. Donc, les élus ont besoin de savoir ce qu'est le budget, ce que ça représente. Est-ce que ça prend en compte les besoins de la population, surtout la frange la plus faible, on dit la plus faible, mais j'aime pas cette expression, mais c'est comme ça qu'on désigne souvent les femmes, mais les plus discriminées, je dirais, les femmes et les jeunes. Alors, donc, le travail qu'on a fait, c'est de travailler sur la nomenclature budgétaire, mais de travailler également sur le budget participatif sensible au genre, qui permet d'identifier les besoins spécifiques de chaque localité. Et si vous deviez nous expliquer ce que représente le budget participatif sensible au genre, quelle est la sensibilité qu'on recherche ici avec l'ajout du terme du genre en fait? Ouais. Qu'est-ce que ça va représenter pour quelqu'un qui ne comprend pas forcément ces concepts de façon pratique? Alors, de façon pratique, c'est de voir quels sont les besoins des hommes et des femmes. Parce que quand on parle de genre, ce n'est pas seulement les femmes, c'est en tout cas toutes les problématiques autour des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, les personnes pauvres. Tout doit être analysé suivant les besoins de chaque groupe et de chaque catégorie. Alors, c'est là-dessus qu'on s'est dit, le budget participatif sensible au genre permet justement de répondre à ces genres de questions. Supposons qu'on soit, on donne l'exemple très pratique d'une collectivité territoriale, d'une commune qui n'a pas de marché ou bien qui a un poste de santé assez éloigné où le plateau technique n'est pas assez fourni. Il faut analyser tout ça pour savoir quels sont les besoins des femmes, justement en termes d'accès au poste de santé ou au centre de santé. Quel est l'impact que ça peut avoir sur elles quand le plateau technique n'est pas fourni. Donc, ces analyses-là nous permettent en tout cas d'identifier et de mettre le curseur sur les problèmes et d'apporter des solutions. Et quels sont les constats que vous avez faits à la suite des études de base, globalement, qui, on va dire, touchent presque toutes les communes que vous avez étudiées? Alors, nous nous sommes rendus compte, sans citer vraiment les noms des communes, nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il y avait beaucoup de problèmes d'abord de gouvernance.
Parce que la population nous dit, bon, tout ce qui se passe dans la commune, nous, on n'est pas informés, on ne sait pas. Ça, c'est un problème de gouvernance et d'accès à l'information. Deuxième élément, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de besoins de la population qui sont là, mais il n'y a pas de cadre pour porter justement ces revendications ou ces problématiques. Donc on s'est dit, on met en place ce qu'on appelle les cadres de concertation qui sont régis aussi par le Code général des collectivités territoriales, où l'article 7 du Code général des collectivités territoriales demande aux maires vraiment de nommer les membres du cadre qui peuvent porter les revendications des quartiers, de la population jusqu'au quartier. Et les membres qui sont dans ce cadre-là sont identifiés par chaque quartier et sont proposés dans ce cadre pour porter les problématiques de ces différents quartiers. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on identifie, parce que dans une commune, chaque quartier a ses problèmes. Il y en a qui disent que, bon, nous avons des problèmes d'école. On n'a pas d'école, hein, d'école primaire, par exemple. Il n'y en a pas. Ou bien s'il y en a, peut-être que ça ne suffit pas. Nous avons des problèmes d'adduction d'eau potable. Nous avons des problèmes de collecte d'ordures. Nous avons énormément de problèmes de marché. Alors, tous ces problèmes, évidemment, le maire ne peut pas peut-être tout savoir. Si on a ce genre de cadre, qui est un cadre pour moi de gouvernance, un cadre inclusif, un cadre qui permet aux collectivités territoriales d'être très proches de la population et de connaître leurs besoins pour donner justement une réponse par rapport à ça. Et ça, on l'avait vraiment remarqué dans toutes les collectivités territoriales. C'est pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, elles nous demandent, ces collectivités, les maires nous demandent, mais venez faire des formations chez nous, venez nous accompagner. On a besoin de ça. Parce que quand on parle de gouvernance, il faut que cette gouvernance commence par la base et qu'elle soit inclusive. Parce que sinon, c'est source en fait d'incompréhension et c'est source de problèmes. Parce que souvent, ce qu'on a constaté aussi, c'est que les questions qui se posent, notamment dans la capacité du maire à pouvoir prendre des décisions, ce sont des questions importantes. Mais le maire ne fait pas tout. Il y a l'État central qui fait, même s'il y a les 9 compétences qui sont transférées au niveau de la collectivité territoriale, il faut dire que les maires nous disent nous n'avons pas les moyens de pouvoir justement dérouler. Et c'est le nerf de la guerre, je pense, dans énormément de communes. Chaque fois, on voit des revendications portant sur le budget des collectivités. Alors, en dehors des subventions de l'État, très peu de mairies ont des sources de revenus assez conséquentes. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer cette gouvernance-là, capter des ressources qui permettraient à chaque commune d'évoluer, mais surtout que ces ressources soient bien gérées? Parce que si elles ont de maigres ressources, mais qu'elles ne sont pas déjà bien administrées, beaucoup de problèmes ne seront pas résolus. Je pense que l'État central a transféré, en tout cas nous les informations qu'on a eues, a transféré les compétences, mais n'a pas transféré les moyens. Et les collectivités territoriales doivent aussi trouver des ressources à travers des partenariats qu'elles doivent avoir avec d'autres, comment on appelle encore, avec d'autres partenaires qui soient au niveau national ou international. Donc ce partenariat-là, au-delà des taxes, hein, parce que les taxes sont vraiment très faibles, qu'elles peuvent récolter dans les marchés. Si elles en récoltent. Bah oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont très intéressantes, d'ailleurs, que ENDA et COPOP avaient fait avec certaines collectivités territoriales pour montrer comment on peut, si on n'a pas les moyens, faire une intercommunalité pour renforcer justement les capacités des différentes collectivités territoriales, renforcer les différentes expériences. Mais il faut dire que la plupart des collectivités territoriales, les mairies, les conseils départementaux n'ont pas les moyens. Et quand on parle de développement local, quand on parle de gouvernance territoriale, si ceux qui sont chargés justement de mener à bien ce développement-là n'ont pas les moyens, c'est assez compliqué. Un autre sujet qui est
intéresse la gouvernance locale, le contrôle citoyen. Selon votre expérience, est-ce que ce contrôle citoyen existe ou est mis en œuvre actuellement? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Sénégal a signé beaucoup de conventions au niveau régional, mais également au niveau international. Alors, il y a certains mécanismes qui sont là avec des principes. Notamment, je vais parler du MAEP, par exemple, du mécanisme d'évaluation par les pairs, qui parle beaucoup de gouvernance, de contrôle citoyen, du PGO également, de gouvernance ouverte, avec une co-création qu'il faut entre l'administration et la société civile pour travailler ensemble, identifier ensemble les problèmes et trouver ensemble les solutions. Mais tout ça, c'est basé sur des principes. Principe d'inclusion, principe de redevabilité, principe de, comment on appelle encore, de transparence, principe de gouvernance d'une manière générale, d'inclusivité. Tous ces principes-là, le Sénégal est en accord, c'est pourquoi il a signé ces mécanismes, il est partie prenante de ces mécanismes, et ces mécanismes doivent se retrouver aussi au niveau local, parce que quand on travaille dans ces mécanismes-là, nous le faisons avec les collectivités territoriales. Donc, ils ont les outils nécessaires pour que ça soit un principe érigé en droit de regard des citoyens sur le budget, droit de regard des citoyens sur déjà le résultat du travail qui a été fait par les collectivités territoriales, éviter qu'il y ait de la corruption, parce que ça également c'est un principe très très important, mais également permettre à ces collectivités de pouvoir mettre sur la table, partager avec la population. C'est tout l'intérêt, la mise en place du cadre de concertation qui est là également pour voir exactement ce que les collectivités ont fait, pouvoir rendre compte. Ça, c'est aussi un autre principe, le principe de pouvoir rendre compte. Le temps qui nous est imparti est assez court. Déjà, et on aurait aimé avoir plus de temps pour en discuter. Je pense qu'on aura d'autres occasions de parler de ces sujets assez importants. Mais avant de terminer, je vous laisse peut-être nous dire qu'est-ce qu'on peut faire en termes de recommandations au niveau des collectivités locales, mais globalement au niveau national, pour une meilleure gouvernance de nos ressources publiques, pour que les femmes et les plus jeunes, qui sont votre cœur de cible, on va dire, puissent bénéficier des ressources du pays, quelles qu'elles puissent être. Il faut lutter d'abord contre la discrimination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts sur l'implication des femmes à tous les niveaux. À commencer déjà les jeunes filles au niveau scolaire. L'implication des jeunes, c'est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on peut donner comme recommandation forte, c'est qu'on évite cette discrimination qui est basée sur le sexe, sur le genre. Et je pense que la raison pour laquelle le Sénégal s'est engagé au niveau national pour lutter contre ces formes de discrimination en mettant en place des stratégies nationales, des directions dans les différents ministères sectoriels, la direction d'égalité et d'équité de genre. Vous avez, comme je disais tout à l'heure, il y a des ministères sectoriels qui ont des cellules genre, mais également le respect des engagements au niveau, parce que quand on parle de la loi sur la parité, Madame Koumé, c'est parce que pour nous, ça commence par dire que les femmes qui étaient faiblement représentées sont là pour tout le monde. Donc elles doivent prendre des décisions et être impliquées dans ces instances-là. Donc je crois que ça c'est important. C'est important également de penser aux jeunes, parce que bon, c'est vrai que nous les formons, nous formons beaucoup les jeunes filles et les jeunes femmes pour qu'elles aient des outils justement qui leur permettent d'avancer dans la vie. Et c'est important que le Sénégal mette l'accent justement sur ces participations
mais le Sénégal s'engage justement à respecter, je reviens sur la loi sur la parité, respecter les décisions de justice qui ont été prises par les conseils, les cours d'appel, pour que la parité soit respectée. Le message est entendu. Amis téléspectateurs, nous étions avec Mme Rokiatou Gassama, présidente nationale du Conseil sénégalais des femmes. Nous avons parlé de gouvernance locale. Merci Mme Gassama. Merci beaucoup Mme Koumé. Merci à mes téléspectateurs. Rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de Gros Plan.